Débat pour la Nation, je suis avec Ghislain Mwandji, porte-parole de l'ACH, Alliance pour le changement, de l'honorable Jean-Marc Ekabound, qui y est actuellement au niveau de la prison de Makala, bien qu'assigné sous résidence surveillée. Depuis lors, on ne sait pas pourquoi est-ce que Jean-Marc Ekabound s'est retrouvé en prison et aujourd'hui même son parti marché. Il y a eu une forte répression au niveau des limités, quelques membres et quelques cadres sont aux arrêts en interpellation. Nous aurons plus de précisions avec leur porte-parole qui est ici. Il est venu très vite, il était là-bas, tellement qu'il devait répondre à l'invitation pour fixer l'opinion sur ce qui se passe. Il est là avec nous, Ghislain Mwandji, que je m'en vais saluer. Ghislain, vous allez bien? Bonjour Gramik le Grand. Nous n'allons pas bien, parce qu'on ne peut pas le dire par formalité. Nous sommes, quand je dis nous, ça veut dire qu'ici, je porte la voix de ma formation politique. Nous sommes consternés, nous sommes trahis par notre pays, par notre société qui aujourd'hui a décidé de s'aborder les pratiques démocratiques, de refuser le droit des manifestations garanti par l'article 26 de la Constitution. Nous sommes dans un pays où tout ne marche pas, commençant par la situation sécuritaire à l'est du pays, la justice, la situation économico-sociale qui est morose. Nous ne pouvons que constater un dégât dans tout le pays, un désastre totalement, et ce qui nous envoie ici manifester les regrets et les inquiétudes que nous avons sur le devenir de notre pays. Ouais, ah d'accord. Alors, ça fait tellement très mal, on a des images, j'espère que la régie est prête en connivence avec nous. Si nous pourrions suivre cette répression de la police, comment est-ce qu'il y a eu déploiement? En tout cas, c'est comme si on était à l'est du pays, je ne sais pas. On suit les images avec Dani et puis on va commenter. C'était là un déploiement, je ne sais pas, coriace même de la police. Alors, c'est parce que vous n'aviez pas écrit, vous n'aviez pas averti, vous étiez déjà en train de commettre des dérives, ou bien pourquoi ces déploiements de la police? Bon, comme vous pouvez voir, d'abord, les images que vous voyez sont des images amateurs, prises en clandestinité par le passant, certains manifestants en train de fuir le bavure policière, la violence à laquelle le manifestant de l'Alliance pour le changement ont fait face aujourd'hui sous les ordres du commissaire provincial de la police et bien sûr sous les ordres des dirigeants du régime actuel. Pour dire clair que nous sommes face à une situation intenable, un refus total, une négation de la République démocratique du Congo. Il faut insister sur le mot démocratique. Nous ne sommes plus dans une démocratie dans ce pays avec ce que nous voyons. Nous avons évoqué, tout comme tous les jours, notre pays parle de l'insécurité à l'Est, la barbarie urbaine avec les Koulouna. Nous avons tous les cas qui nécessitent qu'on puisse déployer lourdement et significativement les forces de l'ordre, le militaire, la police et les services de sécurité. Exactement. Malheureusement, cette volonté de puissance qui devrait être une volonté de puissance étatique est devenue une volonté de puissance introvertie d'un régime qui a décidé de s'imposer que par la force, la terreur et le refus des droits des autres. Vous avez vu les images, la police déployée depuis 6 heures. Depuis 6 heures. Qui a assiégé le siège du parti de l'honorable Jean-Marc Ekabound, donc l'Alliance pour le changement ACH. Alors qu'il y a plus d'une semaine, nous avons adressé un courrier d'information à l'autorité urbaine, donc le gouverneur de la ville de Kinshasa. Nous avons copié par devoir le gouvernement central au travers le VPM en charge de l'intérieur. Nous avons copié les commissaires généraux de la police nationale. Nous avons copié les commissaires provinciaux de la ville de Kinshasa, de la police. Nous avons aussi copié la MONUSCO. Parce que vous savez que c'est un partenaire qui nous accompagne toujours dans ces processus démocratiques dans notre pays. Malheureusement, et contrairement d'ailleurs à ce que nous avons vu lorsque la coalition Matata, Fayoulou et Katumbi avaient marché, ils ont écrit en 72 heures et ils avaient eu
un courrier de prise d'acte. Non, là on veut juste relativiser. On veut qu'on rentre dans la réalité de ce qui s'est fait. Il n'y a pas de polémique. Mais on doit se poser une question. Pourquoi l'acharnement sur un acteur politique et sur une formation politique? De l'acharnement pur et simple. Nous sommes en train d'évoluer. La raison d'ailleurs de cette marche, la convocation de cette marche, c'était pour dénoncer l'acharnement sur l'honorable Jama Kamounda Kamoud, qui est donc l'initiateur de notre parti politique, et en même temps exiger sa libération sans condition et avec tous les autres insuffisances, toutes les autres insuffisances que nous avons constatées dans la gouvernance actuelle, notamment l'insécurité à l'Est et la vie socio-économique intenable. Et s'il faut parler de ce que je voulais dire, les autres formations politiques ont adressé des courriers au gouverneur de la ville de Kinshasa qui a pris acte. Monsieur, celui qui fait les tapages autour de cette démarche discriminatoire autour d'une loi sur la congolité, monsieur Tiani, a adressé, alors qu'il n'a pas de formation politique visible et qui n'a même pas su réunir les gens, il a adressé un courrier à l'autorité urbaine qui a pris acte. Et nous, notre parti, depuis plus d'une semaine, nous avons adressé une lettre avec accusé de réception à l'appui. Même toutes les autres autorités copiées ont accusé réception qu'il n'y a pas eu une réplique de prise d'acte. Cela veut dire qu'il y a un refus total au niveau d'abord du gouvernement de la ville de Kinshasa. Nous le savons parce que le vice-gouverneur est du parti au pouvoir. Et que même si M. Ngobila lui-même est aussi de l'Union sacrée, mais nous connaissons la sensibilité de son vice sur ce qui concerne l'Alliance pour le changement ou ce qui concerne le président Kaboun avec tout ce que nous avons, qu'ils ont toujours eu à orchestrer autour de sa personne. Et aujourd'hui, il est temps que nous puissions dire la vérité. Si on peut empêcher nos manifestants de se prévaloir le droit garanti par la Constitution, si on peut nous empêcher de marcher, alors nous ne sommes plus dans une démocratie. Alors, nous avons la parole, et c'est notre charge en tant que porte-parole du parti, de venir ici dénoncer, pour l'intérêt de l'opinion nationale et internationale, ce qui se passe en RDC aujourd'hui, sous le régime Félix Tshisekedi, et nous disons que ce n'est pas la démocratie. Jusqu'à présent, c'est depuis 6 heures, jusqu'à présent, la police de la ville de Kinshasa continue toujours d'assiéger les sièges jusqu'à 7h, nous sommes à 11h37. À coup de gaz lacrymogène chez Gramique, nos camarades de parti sont dans les sièges, enfermés et étouffés par ces gaz lacrymogènes. En plus de cela, il faudrait mentionner une chose. Lorsqu'il y a eu la marche de la coalition Fayulu Matata Katumbi, vous avez appris qu'au niveau de la 10e rue, il s'était survenu une attaque de jeunes avec des drapeaux de certaines formations politiques. Ils ont dit que des gens de l'UDPS, il faut citer les noms comme la organisateurs ont dit. Voilà, et ils ont dit, vous la presse, vous l'affirmez, nous avons vu les images, ils avaient les calicots et les drapeaux du parti au pouvoir qui sont arrivés avec des machettes qui ont inquiété les manifestants, qui ont attaqué les manifestants, qui ont même blessé, nous avons vu les images. Et c'est ce que nous avons connu. Lorsque la police a donné des coups de gaz à notre siège et que nous avons su résister avec nos camarades de parti, la police a fait un recul et a laissé sortir. Nous sommes sur la 11e rue sur Petit Boulevard et la police a laissé sortir un groupe de 100 Koulouna avec les drapeaux de l'UDPS, avec les drapeaux du parti au pouvoir, avec des machettes qui ont agressé et blessé le manifestant du parti Alliance pour le changement de l'honorable Jama Kamounda Kamoud. Cela veut dire que nous sommes au-delà des bavures policières, au-delà des autorités qui refusent ces droits-là. Il y a aussi le parti au pouvoir avec une sorte d'armée civile avec des armes blanches, des Koulouna, qu'il faut d'ailleurs ici refuser dans notre société. Aujourd'hui, oui, des gens à coups de machette. Des gens dans l'UDPS, il y a des armes blanches. C'est ce que vous dites. Mais vous l'avez dit vous-même par rapport à la marche Lamouka. Pourquoi vous ne voulez pas l'admettre pour ce que moi je vous dis? Moi, je n'ai pas parlé de Koulouna. Moi, j'ai dit les organisateurs de cette marche nous ont dit que c'est les militants de l'UDPS qui ont agressé. Avec quoi comme instrument? De machettes et des armes blanches. Les armes blanches, ce ne sont pas des Koulouna? Il faut le dire. Je pense qu'il n'y a pas un autre mot. À Kinshasa, quand on voit une junte de jeunes agresser les autres avec comme instrument les armes blanches, machettes, bâtons, cailloux et consorts, ce sont des Koulouna. Et donc, c'est regrettable que ce soit le parti au pouvoir qui serait en train d'orchestrer ce genre de scénario macabre. Et ici, appris qu'il y a des arrestations, il y a des secrétaires généraux. La suite, c'est quoi? Il est déjà relâché ou bien? Il y a les images. On nous a envoyé quelques captures au niveau venant du parquet de Matete, le parquet de grande instance de Matete.
on a arrêté le secrétaire général du parti Alliance pour le changement, de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound, Monsieur Béli Moutono. Avec lui, on a arrêté plusieurs secrétaires nationaux, parmi eux Gédéon Makolo, qui est le secrétaire national en charge de communication et médias. On a arrêté des cadres, femmes, hommes, militants. C'est à peu près une vingtaine des manifestants de ces jours qui sont mis aux arrêts parce qu'on a refusé qu'ils jouissent de leurs droits démocratiques. Ouais. Ah, d'accord. Et là, maintenant, la suite, ils sont déjà relâchés ou pas encore? Non, ils sont aux arrêts parce que je suis là. Je parle, je suis en contact permanent avec eux. Ils sont toujours aux arrêts et le siège est continuellement assiégé et bombardé à gaz lacrymogène par la police. Et pourquoi jusqu'à présent la mise à résidence surveillée traîne? Qu'est-ce qui se passe? L'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound est aujourd'hui l'homme qui dérange le régime en place. Il dérange. Et l'opposant farouche au régime Tshisekedi, à tel point que vous vous rendrez compte. L'assignation à résidence surveillée, rendue sur une ordonnance de la haute juridiction dans notre pays, qui est la Cour de cassation, conformément à la Constitution, article 107, conformément à la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation, article 76, alinéa 3, et même en harmonie avec les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, qui voudrait qu'un député national, même faisant objet d'une procédure judiciaire, ne peut jamais être placé en détention préventive dans une prison ou dans une maison carcérale, mais plutôt qu'il soit assigné à résidence surveillée. La Cour de cassation a dit le droit. Pour bien dire, nos magistrats ont dit la loi. Mais qui refuse, qui a fait obstruction à la loi qui a été dite par la juridiction? Qui a obstrué l'ordonnance de la Cour de cassation pendant plus de 7 mois aujourd'hui? L'honorable Kabound totalisera très bientôt 8 mois à Makala alors que député national. C'est une bavure inédite dans la gouvernance de notre pays. Même sous Kabila, on n'a pas vécu ça. Donc la gouvernance actuelle a immobilisé le pays, a fait du conservatisme de mauvais goût et nous a régressé à vivre pire que ce qu'on n'aurait jamais vécu avant avec ce que nous vivons comme la situation de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound. C'est ce qui d'ailleurs a justifié les manifestations que l'Alliance pour le changement est en train d'organiser. Nous n'avons pas intention d'aller troubler l'ordre public ou de déranger qui que ce soit. Nous sommes en train de manifester nos droits reconnus par la Constitution en revendiquant la libération immédiate et sans condition de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound. Et l'Alliance pour le changement rassure ici sa résilience. Nous restons déterminés. Tant que l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound sera pris en otage par le régime en place, tant qu'on ne va pas respecter les droits démocratiques dans ces pays, nous qui avons choisi d'être le messager du changement, nous allons continuer à mener ces combats et nous allons résister contre la dictature du régime en place et nous allons la défaire parce que une dictature, elle est éphémère et celle-ci sera plus éphémère encore parce que dans quelques mois, nous devons aller aux urnes et le peuple congolais va censurer sévèrement une gouvernance du fait accompli, une gouvernance des échecs et essais d'erreurs qui a échoué sur tout le plan et qui aujourd'hui continue maintenant à échouer sur le plan du processus démocratique. Merci beaucoup. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais également j'ai vu aujourd'hui la correspondance de Madame la ministre de Justice pour les cas Fortuna Bisselele et une contre-expertise pour prouver s'il est réellement malade. Je pense qu'un moment à l'autre, je vais vous montrer cette correspondance avec Dani. Mais on poursuit l'émission avec ACH, Alliance pour les changements, avec Ghislain Mouandji. Alors, quelle serait la suite après ces événements d'aujourd'hui? Quelle serait la suite? Vous allez faire quoi? Vous allez continuer? Vous n'allez pas abdiquer? Les prochains programmes, c'est quoi? La prochaine étape, c'est quoi? Vous savez, un écrivain de notre pays dit, Guillaume Angiolo, il dit la nature n'a jamais fait don de la liberté. Pépé Guillaume Angiolo, il a dit la nature n'a jamais fait don de la liberté. De même que un homme ne peut pas reconnaître le droit ou céder quoi que ce soit à son semblable faible. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, c'est le président de la République. Il a tout un régime, c'est le pouvoir. Ils sont en position de force. S'ils veulent nous faire consommer ce darwinisme politique, nous le constatons. Mais nous allons aussi leur imposer de la résistance farouche, en darwinisme politique aussi. Parce que de notre côté, c'est à chaque étape. Nous avons commencé avec le procès Jean-Marc Kabound au début. On a eu quelques sittings devant les juridictions.
Nous avons écrit, nous avons saisi les instances tant nationales et internationales. Nous le faisons avec vous, le média. Nous serons résilients. Nous allons persévérer. Nous sommes engagés sur un chemin de non-retour. Nous allons faire échec à cette nouvelle dictature qui s'est érigée au sommet de l'État en RDC. Nous allons faire échec au refus de la démocratie. Nous allons faire échec à cette tentative du retour au parti État. Nous allons faire échec à tout ce qu'il y a comme complot contre la République démocratique. La République doit être démocratique. C'est ce que nous avons tous voulu par le vote de notre constitution par voie référendaire. Et je pense que ce n'est pas le régime actuel qui va ramener le pays à plus de 20 ans en arrière. Alors, merci beaucoup, Ghislain Mondi. Mais on aurait appris il y a quelques semaines passées ici que non, il pourrait y avoir une fumée blanche. Alors, pourquoi est-ce que, apparemment, qu'est-ce qui bloque? C'est ça la question même. On aurait appris que non, il y a déjà, tout est fini pour que Kaboun soit mis à résidence surveillée. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est ça la question également. C'est que des rumeurs ou bien c'était ça? Ce qu'il faut se dire, Gami, que je pense que j'avais déjà répondu sur cette question, soit avec vous, soit avec les autres médias. L'assignation à résidence surveillée de l'honorable Kabound est un droit acquis. Est un droit acquis par la Constitution. Ça ne nécessite pas de négociation. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de ce qui bloque. Quand on ne l'exécute pas, c'est une décision rendue par la haute juridiction. Quand on ne l'exécute pas, donc nous sommes en cas d'obstruction. Et lorsqu'il est détenu, on n'est plus dans une détention parce que ce sont les instances judiciaires qui décident de la détention. Mais les instances judiciaires ont décidé d'une assignation à résidence conformément à la loi. C'est le pouvoir qui a pris plutôt en otage l'honorable Kabound, nous le réitérons. Et par rapport à ce que vous dites, fumée blanche, fumée noire, est-ce que la libération d'un homme qui mérite sa liberté devrait faire objet des négociations ou des conditions? Nous l'avons refusé et nous le refuserons demain. Par rapport à ce que vous venez de dire ici, parlant du cas Bissélélé, je pourrais prendre un exemple. Vous dites qu'il y a eu une demande pour raison de santé, de mise en liberté, et que maintenant, la ministre de Justice se trouve saisie, elle a même rédigé un courrier. Mais depuis tout ce temps que nous avons saisi les instances nationales, internationales, aucune réponse. Même la ministre ne répond pas. Écoutez, Madame la ministre de Justice n'a jamais répondu. C'est vrai ça? Elle est allée à Makala, elle a vu la situation carcérale, elle a déploré une situation faisant état de 75% de détenus irréguliers et illégaux. Elle a déploré cela. Elle a fait son boom de presse et c'est fini. Mais pourquoi elle ne peut pas se dire, est-ce que vous pensez que dans ce pays, le gouvernement actuel, la ministre de Justice, les services du pouvoir ne sont pas au courant qu'il y a un député national pris en otage à Makala? C'est de la volonté démontrée du pouvoir en place. C'est de la témérité dans la violation des droits d'autrui. C'est de la témérité sur la voie de la dérive dictatoriale. Et c'est donc notre mission, nous en sommes conscients, nous resterons résilients. Nous pensons qu'aujourd'hui, il y a quelques camarades aux arrêts, dont le secrétaire général. Nous exigeons leur libération sans condition. Il n'y a aucun motif qui devrait faire qu'on puisse les arrêter, à moins qu'on en invente d'autres comme on est habitué avec ces régimes. Mais nous croyons sincèrement que notre peuple est en train de voir où nous amènent ces régimes et nous allons mobiliser suffisamment notre peuple pour faire échec à cette dérive dictatoriale. Alors, à part la mise à résidence surveillée, on sait tous que les procès avaient déjà commencé. La suite, c'est quoi? Les séances, les audiences, ça continue ou bien il n'y a plus d'audience actuellement dans ces dossiers des... Là encore, il y a lieu de dénoncer ou de faire remarquer le dysfonctionnement de notre appareil judiciaire. Il y a quoi encore là-bas? Nous avons vu le président Tshisekedi du haut de la tribune du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies affirmer que la justice se porte très bien dans son pays et qu'il n'y a pas à ces moments des prisonniers d'opinion ou des prisonniers politiques. Ce qui est faux. Nous sommes très inquiets d'avoir des autorités qui disent des contre-vérités. Mais cependant, Ramik, le président Tshisekedi est le premier lors de la rentrée judiciaire et lors d'autres assises liées au fonctionnement de la justice. Le président Tshisekedi est le premier à dénoncer, décrier les dysfonctionnements de notre appareil judiciaire. La ministre de la Justice l'a décrié. N'est-ce pas que lors de la rentrée judiciaire, le président du Conseil supérieur de la magistrature l'a aussi décrié? Il n'y a pas d'avocat dans ce pays qui le décrit. Il n'y a pas de magistrats et même qui dénoncent le dysfonctionnement de notre appareil judiciaire. Il faut nous dire une chose. Il y a un délai dans chaque procédure judiciaire.
Commençons par la première étape de la procédure de poursuite de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound. Aucun délai n'a été respecté, aucune disposition légale n'a été observée. Et aujourd'hui, nous étions devant la Cour de cassation qui devrait évoluer par rapport à son action judiciaire. Mais on a soulevé un cas de conditionnalité claire. Parce que le procureur général pour la Cour de cassation avait fait une demande de poursuite se basant sur 5 préventions. Et lorsque nous nous sommes retrouvés devant la Cour de cassation, le procureur général a évoqué 12 préventions. Ce qui a violé l'autorisation de poursuite. Et c'était un cas d'inconstitutionnalité clairement constaté. Nous avons relevé cela. La Cour de cassation a voulu s'hasarder en se faisant juge de l'inconstitutionnalité. Nous lui avons réquisé ses droits. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle. Jusqu'aujourd'hui, vous savez compter combien de mois la Cour constitutionnelle ne donne pas de suite. Cela voudrait dire aujourd'hui que nous sommes il n'y a pas de suite. Depuis que nous avons saisi la Cour constitutionnelle pour le cas d'inconstitutionnalité, la Cour est sans voix. La Cour n'a pas de position parce que nous savons qu'il y a cette histoire de conséquence des droits de pouvoir. La conséquence des droits, c'est quoi? S'il n'y a pas de suite, on dépasse les délais. Nous sommes dans une anomalie ignoble. On ne sait pas donner une conséquence parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas de conclusion. La conclusion est que nous sommes dans une dictature qui a décidé de prolétariser tous les autres pouvoirs. Le pouvoir exécutif a prolétarisé les pouvoirs législatifs. Prolétariser le pouvoir judiciaire qui ne sait plus fonctionner normalement. Les dysfonctionnements est lié aux influences de ceux qui tiennent les rênes dans ce pays. Et pour dire clairement, aujourd'hui, c'est une honte pour nous en tant qu'État, en tant que nation. Et c'est vraiment une aberration que le président Tshisekedi ait tenu son discours du haut de la tribune du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève dernièrement. Et face à ces cas ici, nous avons le devoir, nous en tant que congénères, de ne pas cautionner ces contre-vérités-là et de ne pas accepter que notre société puisse continuer à plonger tout bas, alors que nous avons le devoir en tant que congénères, même s'il y a nos compatriotes qui dirigent ce pays, vous de la presse, nous acteurs politiques et tous les autres acteurs de notre société, de militer pour que le pays puisse aller de l'avant et non reculer. L'immobilisme, les passéismes, les conservatismes des mauvais goûts, voilà ce qui caractérise le quinquennat actuel et voilà pourquoi nous avons décidé d'apporter au peuple congolais une offre du changement avec notre parti politique. Et justement, les gens nous suivent, hein, en tout cas, les gens, je ne sais pas, ce n'est pas revenir vers le passé, mais est-ce que Jean-Marc Kabounda ne paye pas ce qu'il aurait fait aux gens quand il était tout puissant, Jean-Marc Kabounda à l'époque? C'est ce que les gens se disent. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Parce qu'il faudrait que vous soyez explicite. Jean-Marc, ce serait lui le tout puissant à l'époque. C'est Jean-Marc Kabounda qui trouvait des punaises. C'est vrai que je vous ai déjà reçu. Vous avez balayé pratiquement vous avez toutes ces accusations. Exactement. Vous avez démontré comment on a assiégé notre siège. Exactement. Vous avez les images de tout ce qui se passe dans ce pays. Les insolites surpris sur les réseaux sociaux. Trouvez une seule image, même une seule photo de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound en train de trouver les pneus. Ça, ce n'est Jean-Marc ne paye pas. Écoutez, c'est ce qu'il aurait fait. Il a fait quoi? C'est que Jean-Marc Kabounda menacé un général de police au palais du peuple. Non, il a, en tant que député national, premier vice-président de l'Assemblée nationale, il avait refusé que le commissaire général de la police puisse utiliser la force, la violence face à des manifestants qui étaient venus assiéger le palais du peuple. Il leur a dit, nous sommes sociodémocrates. C'est nous qui sommes au pouvoir, monsieur le général, ce n'est plus un pouvoir dictatorial. Arrêtez de violenter les manifestants. Est-ce ça un manquement pour l'honorable Kabound? Il l'a fait, le général voulait donner des ordres en public, l'honorable Kabound l'a reproché en public, les images sont là. Tout ce que l'honorable Jean-Marc Kabound a fait est archivé. Il a milité pour la réduction des trains de vie des institutions. Il a défendu le pouvoir de Félix Tshisekedi qui était à un certain moment limité dans la coalition FCCH. Il a déclenché la rupture de la coalition. Il a constitué l'Union sacrée. Il a organisé toutes les négociations et les dispatchs des clés de gouvernance dans la machine Union sacrée. Aujourd'hui, l'honorable Kabound mérite un monument parce que ce n'est pas moi qui devrais le dire en premier. Le Sphinx, il mérite un monument. Le Sphinx de l'imité Étienne Tshisekedi Lumumba, des tristes mémoires aujourd'hui avec ce que nous vivons. Non, pas des tristes mémoires. Avec ce que nous vivons. Ah, d'accord. Avec ce que nous vivons comme dérive dictatoriale, alors que ce sont ces héritiers biologiques et idéologiques qui sont au pouvoir. C'est vraiment regrettable. J'ai la mort dans l'âme. Nous avons pris le risque en tant qu'étudiants. Nous avons reçu des coups de gaz, des coups de balles. Parce que l'IDPS convoquait des marches. Parce que Étienne Tshisekedi Lumumba nous donnait des ordres, nous suivions notre leader. Aujourd'hui, moi j'ai la mort dans l'âme de voir l'UDPS au pouvoir
le fils biologique du 57e Tshisekedi du pouvoir, en train de gouverner et de cautionner ou carrément d'institutionnaliser toute une dérive inouïe. Je vous l'ai dit, cher Gramik, ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? Nous sommes dans une situation où on veut diaboliser certains parce que c'est de la pratique traditionnelle de l'UDPS. Lorsqu'ils sont face à des vérités, ils vont tout orchestrer pour diaboliser une personne. Tout ce qu'on a pu raconter sur l'honorable Kabound, parlons de Karol Minier, parlons d'une certaine brutalité routière, ça n'a jamais eu lieu. L'unique acte posé de répression sur la route par l'honorable Kabound qui a dérangé d'ailleurs le régime en place, c'est le fait d'interdire à un membre du cabinet de la présidence de ne pas rouler à sens unique et de donner l'ordre que les policiers puissent neutraliser l'élément de garde qui était en train de cautionner cette violation du code de la route. Ou le mal, lorsqu'il y a quelqu'un qui rappelle à l'ordre, c'est celui qui rappelle à l'ordre. C'est celui qui a rappelé les régimes au retour au combat. C'est celui qui a appelé le régime Tshisekedi à rentrer dans la logique sociodémocrate, à rentrer dans la vision pour laquelle beaucoup de martyrs sont tombés. Rossi Moukeni, Thérèse Kapangal, plusieurs innocents au travers de la République, plusieurs sont morts sur appel à manifester de l'UDPS. Plusieurs sont morts parce que nous réclamions à l'époque la démocratie, l'état des droits. Est-ce mal que l'honorable Kabound ait pris le soin, ait eu le courage de le dire clairement à ses camarades, commençant par le président de la République et puis tous les autres camarades, et il a été disgracié juste parce qu'il a pris le soin de rappeler les uns à l'autre. Alors il a dit, je suis fils idéologique, descendant idéologique de Tiens Tshisekedi Mulumba, je décide de faire mon chemin pour poursuivre le combat. Parce que le combat que nous avions mené à l'époque avec l'UDPS n'était pas un combat de prise de pouvoir et de jouissance de pouvoir, mais c'était un combat qui avait promis au peuple congolais le changement. Aujourd'hui, le peuple commence à regretter les anciens dirigeants, comme Israël voudrait regretter sa vie égyptienne. Merci beaucoup. Et donc, cher Gramik, pour nous, avec l'honorable Kabound, nous serons résilients, nous serons déterminés, et nous allons rehausser les temps, les efforts, nous allons mobiliser suffisamment notre peuple pour faire échec à la dérive dictatoriale actuelle, et surtout, pour nous préparer aux prochaines échéances électorales afin de censurer à tous les niveaux les animateurs de ces pouvoirs. Alors, Ghislain Mondi, alors, avec tout ce qui se passe, quel est les mentales, les morales même de Jean-Marc Kabound au niveau de la prison? Mais apparemment, lui ne tombe pas vraiment malade, comme on voit d'autres prisonniers politiques qui tombent malades si souvent. Quel est son moral et quel est son secret? Apparemment, il est très en forme. Je m'envoie à l'histoire, Rami, que lorsque le président, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba présente Jean-Marc Kabound à l'époque, il y a même la vidéo qui circule sur la toile, il dit, je vous présente Jean-Marc Kabound à Kabound, président fédéral de l'UDPS. Il a dit, c'est un héros vivant, c'est un véritable héros. C'est un homme brave à l'esprit d'abord, c'est un homme correct. C'est pourquoi il y avait eu donc connivence, compatibilité avec le docteur Etienne Tshisekedi qui lui a donné la plus grande mission de gérer les partis alors que lui était déjà partant du monde de l'au-delà. Le président Kabound, pour dire qu'il n'est pas malade, oui, il tombe malade. Le milieu de la prison centrale de Makala, c'est un milieu où il y a plusieurs maladies. Nous avons été en prison là-bas, j'ai passé 2 mois. Je peux vous dire que jusqu'aujourd'hui, je continue à être malade du fait d'avoir passé 2 mois en prison. Et je vous dis que l'honorable Kabound est malade à tout moment. Mais par son esprit, il a gardé une équanimité. Il a refusé de fléchir les genoux devant le dictateur. Il a refusé d'implorer une certaine grâce. Il sait qu'il a le droit d'être libre. Il sait qu'il a joui du droit en tant que parlementaire, en tant qu'acteur politique, d'imposer une critique sévère à la gouvernance Tshisekedi. Et il ne va pas abdiquer. Nous aussi, dans notre prochainement, nous n'allons pas abdiquer. Le président Kabound est là, il doit sortir, il ne peut pas être en prison. Voilà pourquoi nous allons manifester. Et pourquoi nous manifestons? Nous avons comme notre dernière déclaration, étant donné que les instances politiques n'ont pas su revenir au bon sens pour laisser cesser l'acharnement contre l'honorable Jean-Marc Kabound, étant donné que les instances démocratiques, notamment le Parlement, dont l'honorable Kabound est membre, n'ont pas su valoriser, faire observer le droit parlementaire dont joue l'honorable Kabound, étant donné que les instances judiciaires, donc la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle, n'arrivent pas à nous donner une solution judiciaire définitive sur l'affaire Jean-Marc Kabound, notre dernière instance en une démocratie, en tant que démocrate, notre dernière instance, c'est la rue.
La rue est notre dernier recours. Nous allons revenir sur la rue. Aujourd'hui, 15 mars 2023, était une date. Comme nous avons été sur la rue le 4 mars 2023. Nous serons très prochainement sur la rue. Nous continuerons à être sur la rue. Nous mobiliserons suffisamment et conséquemment pour que nous puissions résister et surtout faire échec à la dérive dictatoriale et imposer, exiger la libération sans condition et immédiate de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboun, notre président national. Alors, on a pris suffisamment du temps pour parler de l'honorable Jean-Marc Kaboun, le président de l'ACH, Alliance pour les changements. J'espère que sous peu, les droits seraient dits. Alors, Ghislain Mwandji, on prend l'actualité au niveau national. Vous êtes juriste et un grand analyste politique. Comment avez-vous observé, soit analysé les déclarations de la délégation du Conseil de sécurité, Nicolas Desrivières, qui continue de s'exprimer, en tout cas, qui dit clairement, et je venais là de voir une de ses déclarations encore, qui a dit à haute voix que à présent plus de 80 armes qui se retrouveraient aux mains des rebelles viennent en tout cas des FRDC. Et il dit que la MONUSCO ne ferait jamais la place des FRDC ou soit de l'État congolais. Vous étant que juriste, comment vous analysez-vous? Quelles sont les conséquences juridiques ou bien les avis juridiques concernant ces propos? Écoutez, nous sommes en train de parler politique, diplomatie. Les droits internationaux également. Les droits internationaux, évidemment. Alors, j'aimerais que vous preniez le temps de me suivre clairement. Allons-y. En droit international, chaque État a le droit d'assurer la défense. Chaque État a le droit d'assurer la défense. Et le devoir d'ailleurs d'assurer la défense de sa souveraineté nationale, de l'intégrité de son territoire, de la liberté de ses populations, ainsi que d'assurer la libre circulation des personnes et des biens. Voici là le prérogative dans le droit international. Vous avez vu le régime Félix Tshisekedi démontrer qu'il est capable de faire jouir à la République démocratique du Congo ses prérogatives internationales? Non. Allons-y. Pourquoi? Parce que le président Tshisekedi et son gouvernement ont dit que la solution relative à la guerre d'agression serait exclusivement diplomatique. Même si parfois il dit nous allons aussi évoluer sur le front militaire. Mais c'est une ambivalence. Prenons le cas de l'Ukraine. Oui, la solution, le président Tshisekedi a déserté sur le front de combat. Oui, le président dit que ça coûte il est focalisé. Non, les dépenses que nous avons effectuées, tous les voyages diplomatiques officiels du président de la République et toutes les dépenses faites par les délégations congolaises pour les assises au niveau international et au niveau régional, au niveau de la communauté de l'EAC, ont coûté plus que les moyens qui ont été mis à la disposition de l'armée pendant cette période. Oh. C'est, écoutez, évaluer l'ODEP vous évalue combien coûte chaque déplacement de la délégation, du chef d'État et sa délégation. On peut évaluer chaque déplacement de nos délégations officielles. C'est en termes de centaines de millions de dollars. Est-ce que c'est le même montant qui a été mis à la disposition de l'armée pendant ce temps? Combien de chars ont été achetés? Parce qu'on évoquait avant cette histoire d'embargo ou de conditionnalité dans l'importation. Mais c'est levé déjà. Mais depuis là, combien d'équipements de guerre nous avons déjà acquis? Et comment nous les avons déployés? Quelles sont les opérations entamées? Malheureusement, oui, je dis que nous avons un régime qui n'arrive pas à nous faire jouir de nos prérogatives sur le droit international en ce qui concerne l'agression. Oui. Mais malheureusement, le régime en place a choisi d'externaliser la gestion de la crise sécuritaire à l'Est. Externaliser veut dire quoi? Au lieu que l'armée, les forces armées de la République démocratique du Congo puissent nous assurer la défense de notre souveraineté, intégrité territoriale et la sécurité de nos populations, notre gouvernement, le président Tshisekedi, nous sommes allés nous réfugier à l'EAC, là où nous avons cédé, en termes de proportion beaucoup considérable, la défense de notre souveraineté nationale, parce que vous avez appris que nous avons signé pour le déploiement
de la force EAC qui tarde à venir et d'ailleurs que pour nous, nous ne voulons pas la voir ici. Parce que ce serait une compromission sur le plan de la souveraineté nationale et sur le plan du contrôle de notre territoire national. Mais nous avons un gouvernement qui nous a amenés sur ces schémas. Cher Gramik, notre pays est en danger. Avec les options périlleuses levées par la gouvernance actuelle, il y a lieu ici de continuer à déclarer que nous sommes en danger. Nous devrions être capables, parce que nous sommes en guerre. L'agression que nous subissons vient de complots extérieurs. Ça veut dire que les causes réelles de notre insécurité sont exogènes. Nous devrions trouver des moyens endogènes. Parce que sur le plan endogène, on n'a pas de cause comme on attend les dire par-ci par-là. Les conflits communautaires, ethnico-tribales peuvent être résolus parce que nous sommes des peuples bantous. Mais si notre gouvernement s'était investi dans des forums de réconciliation, comme on l'avait fait par Joseph Kabila lorsqu'il y a eu l'insécurité causée par Kamina Sapo au Kasaï, ça a été résolu par des consultations, par des forums initiés par l'autorité suprême du pays qui a pu résoudre les problèmes sécuritaires. Même à l'Est là-bas, nous avons d'ailleurs appris que lors du gouvernement Inunkamba, il y a eu le ministre de la coopération que je viens de citer, Maître Pepe Guillaume Mandjolo, qui avait soumis en tant que ministre de la coopération régionale, qui avait soumis ces projets-là au Conseil des ministres et que ces projets seraient même adoptés à l'époque pour que l'on puisse trouver la paix entre communautés, pour que l'on puisse consulter, vérifier les possibilités de l'adhésion à l'EAC, quelles limites il faudrait fixer et quelle sécurité il faudrait placer. Nous sommes allés dans un processus sans des prévisions réalistes et surtout averties. Et voilà que nous en payons le grand prix aujourd'hui. Notre pays est en danger. La gouvernance actuelle a failli sur le plan de la guerre, sur le plan du droit international. Et les déclarations que vous avez citées du Conseil de sécurité, pour nous qui pensons que nous devrions d'abord résoudre la crise sécuritaire par nous-mêmes, ne disent rien. Parce que même si la communauté internationale, par la délégation du Conseil de sécurité, pourrait affirmer que oui, le Rwanda, nous condamnons. Ce ne sont que des simples déclarations. La guerre, que des simples déclarations, nous les avons entendues. Monsieur Macron est venu ici dans son ambivalence aussi, en même temps condamner le Rwanda, en même temps nous renvoyer à nos responsabilités depuis 1994. Ça veut dire que ce ne serait pas une solution. La solution, c'est avoir un gouvernement, avoir un régime capable d'assurer l'autorité de l'État, capable de refonder l'État. Parce que notre État est en phase de déliquescence. Notre nation est en train de subir une dégénérescence. Il faut une gouvernance, une vision politique de la renaissance, capable de donner au Congo la valeur, la dignité dans la sous-région, assurer la sécurité et défendre la souveraineté et l'intégrité de notre territoire national. Avec la démarche diplomatique qui a échoué totalement aujourd'hui, à la fin de ce quinquennat, nous constatons que cette gouvernance a été vraiment une erreur et qu'il faut que le peuple congolais puisse décider de nouveaux dirigeants qui portent les idées du changement comme l'honorable Jama Kabunda Kaboun, comme l'Alliance pour le changement, pour que nous puissions donner à notre pays du respect, pour que nous puissions imposer la paix partout et non aller dans le villageture et chercher à quémander de la sécurité auprès de l'EAC, auprès des autorités occidentales qui ont démontré par la délégation des Nations Unies que la situation congolaise ne les concerne pas, mais plutôt la situation ukrainienne, parce que l'Ukraine reçoit les efforts de guerre, les armes et les moyens pour affronter la Russie, et nous sommes incapables de bouter dehors le petit groupe M23 et le petit Rwanda qui nous agresse depuis plus de 10 ans, ou carrément près de 20 ans. Alors, merci beaucoup Ghislain Mwandi, et merci à vous tous, vous êtes très nombreux à nous suivre. Ghislain Mwandi, on prend également... on reste dans la question de l'Est, et c'est vrai que l'État, en complicité avec les organismes des Nations Unies, ont essayé d'envoyer quelque chose pour les cas humanitaires au niveau de l'Est du pays. Vous pensez que nos dirigeants doivent toujours, c'est vrai que c'est une décision au niveau international, il faut aider, même les puissances internationales, mais est-ce que vous pensez qu'on doit toujours attendre? Parce que ça faisait depuis très longtemps que ces gens-là réclamaient, revendiquaient, c'est un peu c'est plaindre parce que les financements n'arrivaient pas, les biens, les vivres, les non-vivres n'arrivaient pas pour prendre soin de ces déplacés, ainsi de suite. De ce côté-là, comment vous analysez? L'État est toujours impuissant d'assurer même la survie des déplacés, ou bien vous avez une autre approche? Ben écoutez, nous sommes dans un état démissionnaire. Aujourd'hui, nous avons évoqué l'aspect sécuritaire. Et nous avons démontré clairement que l'État n'a pas la volonté de puissance. Parce que les moyens qu'on alloue à l'armée sont inférieurs à ce que l'armée devrait percevoir par rapport
aux défis que nous avons. Et pourtant que les officiels et les gens en cravate, en costume, prennent des avions et conduisent des délégations qui coûtent plus que l'armée qui doit assurer la défense de la sécurité des populations, de notre souveraineté nationale. Mais en ce qui concerne la situation humanitaire, vous pouvez nous dire à quelle proportion le gouvernement de la République démocratique du Congo a songé, assisté nos populations en danger, en crise humanitaire? Ça, c'est encore inconnu parce qu'on ne sait même pas en termes de combien de millions, parce qu'on n'en parle presque même pas sur nos médias, à part nous montrer des gens en costume, alors qu'il y a des populations en train de souffrir. On nous montre des gens en train de festoyer ici à Kinshasa. L'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, tous les décideurs au niveau national. En ce qui concerne ce que nous envoie la communauté internationale, que ce soit la France ou l'Union européenne, ou même les Nations Unies, mais c'est de l'insulte. Vous savez les déclarations qui avaient été faites par le gouvernement français, l'Union européenne, même les Nations Unies, concernant la situation à l'est du Congo? Ils ont dit l'urgence en République démocratique du Congo est humanitaire. Mais c'est faux. Si l'urgence devrait être humanitaire, elle devrait être humanitaire aussi en Ukraine. L'urgence en République démocratique du Congo est sécuritaire. Nous n'avons pas besoin qu'on nous envoie des matelas, des vivres et d'air insuffisants pour qu'on donne à nos populations à qui on a obligé de se déplacer de leurs milieux naturels, de laisser leur maison, d'abandonner leurs champs, pour qu'on commence à les nourrir, à les secourir dans des milieux intenables. Non, c'est de l'insulte à notre pays. Et nous devrions avoir des autorités capables de dire ça à la communauté internationale. On n'a pas besoin de l'aide de la communauté internationale. D'ailleurs, notre population, le Congolais à l'Est devrait refuser l'aide là. L'aide là est une insulte. La communauté internationale au travers différents services, l'Union européenne, les 5 États membres permanents des Nations Unies du Conseil de sécurité, ils le savent. La guerre de l'Est est une guerre de prédation économique qui est soutenue par les puissances prédatrices des multinationales qui sont à la fois européennes, américaines, asiatiques, qui sont derrière les forces rebelles, qui sont derrière ces assaillants, qui sèment la mort, les déplacements des populations pour enfin avoir les zones d'exploitation de minerais stratégiques. Vous avez entendu parler de lithium, de coltan et consorts. On le sait. Nous, Congolais, devrions avoir d'abord le courage de dire ça par nous-mêmes, par nos dirigeants, de dire ça par nos acteurs politiques que nous sommes. Et là, nous envoyer de l'aide alimentaire en des proportions infimes par rapport à la situation n'est pas la solution. Nous voulons que, comme on le fait à l'Ukraine, qu'on nous envoie les armes. Le gouvernement congolais doit demander à ses partenaires bilatéraux et multilatéraux qui pensent que l'aide humanitaire est la réponse à la situation de crise que nous avons, que ce n'est pas ça. Nous voulons de l'aide militaire, nous voulons des munitions, des armes et des engins de guerre pour assurer la population de ne pas se déplacer et surtout pour ne pas faire de notre population une population quémandeuse de l'aide humanitaire. Merci beaucoup Ghislain Mwangi. Moi j'ai apprécié en tout cas. Il faut que notre État soit responsable. C'est vrai que c'est une décision de la communauté internationale. Tous les membres doivent s'assister mutuellement en cas de problèmes. Cette communauté internationale, je veux dire une chose, Gramic, cette communauté internationale, par sa délégation des Nations Unies, nous a dit qu'ils ne peuvent pas se substituer aux autorités congolaises. Et en même temps, ils nous ont dit qu'ils n'ont pas de formule magique pour nous. Ça veut dire qu'il faut, à un certain moment, nous faire respecter, en nous assumant nous-mêmes, et en même temps, à démontrer à la communauté internationale que, écoutez, si au niveau des organismes, au niveau des organisations internationales, on n'arrive pas à trouver de solution, nous avons trouvé des solutions par les partenariats, par la coopération bilatérale. Nous avons des pays qui sont en coopération avec la RDC, la Russie et tant d'autres pays de l'Europe aussi, qui peuvent soutenir notre pays sur le plan de la coopération bilatérale, à résister et surtout se comporter de la meilleure façon dans cette période de crise sécuritaire. Alors, merci beaucoup Ghislain Mwangi. Mais cette question également, comment est-ce que vous appréciez l'arrivée de l'armée angolaise? C'est vrai, je l'ai dit, je pense hier ou avant-hier, que cette armée ne vient pas pour combattre les M23. Elle vient plutôt pour essayer de protéger les zones où les M23 doivent se placer en attendant pour ne pas attaquer, prendre encore d'autres territoires. Cher Gramic, vous en pensez? Cher Gramic, nos autorités aujourd'hui ont affiché leurs limites. Ils ont démontré qu'ils ne sont pas à même de gérer notre pays et surtout dans une période de crise comme celle-ci. J'ai parlé de l'externalisation de la crise sécuritaire en RDC à travers l'arrivée des troupes EAC. Il faudrait aussi parler d'un rapport. Un rapport des Nations Unies
fait état d'une présence de plus de 120 groupes armés distincts dans la partie est de notre pays. 120 groupes armés. Il faut vous demander qui sont leurs parrains, qui sont leurs ramifications extérieures parmi les pays voisins. 120 groupes armés dans le pays, c'est un rapport des Nations Unies. Et nous voulons ici avoir une force EAC, mélangée de pays d'ailleurs qui sont instigateurs, formateurs et base arrière des mouvements rebelles qui nous pillent et qui nous insécurisent. Nous voulons en plus de cela ajouter encore l'armée angolaise qui vient vous dire clairement qu'elle ne vient pas pour combattre les M23, mais elle vient faire quoi? Nous sommes en train de subir l'érection d'une zone tampon, par les armées étrangères qui vont finalement empêcher l'armée nationale de récupérer les territoires occupés déjà par les M23. C'est de la zone tampon qui est en train de se confectionner. L'armée nationale n'aura plus le moyen d'outrepasser les troupes M23, les troupes angolaises qui vont s'ériger en zone tampon avec l'armée nationale. Et ça, nos autorités en ont conscience. Et ça, ils doivent nous dire clairement s'ils ont cautionné cette situation. Parce que le pays, comme le nôtre, avec une population plus importante que celle de l'Angola et celle même de pays Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, ne peut pas compter sur les forces, les énergies des hommes et femmes des autres pays. Alors que chez nous, nous avons vu l'appel à l'enrôlement à l'armée. Combien de milliers de jeunes dans toutes les villes ont accepté de rejoindre le FARDC pour défendre notre territoire. Qu'est-ce qu'on a fait de ces volontaires-là? Est-ce qu'on les a formés? Parce qu'il suffit de 2-3 mois, comme on le fait à l'Ukraine, on va former des militaires, on va former des combattants qui vont aller combattre pour la République. On ne sait pas ce qu'on a fait de nos volontaires, on ne les a pas vus s'ajouter en termes d'effectifs sur le terrain. Malheureusement, tout le jour, les M23 recrutent et ajoutent de l'effectif. Malheureusement, les armées étrangères que nous invitons complètent leurs effectifs. Et nos populations, Saké, Roubaya, ont vu comment ils ont été bombardés, pilonnés. Saké est bombardé pour pousser les gens au déplacement et déplacer aussi les forces de sécurité. Et en même temps, on crée une nouvelle conquête des localités. Nous sommes dans un pays où nous avons un gouvernement. Est-ce qu'il faut que seuls nous, acteurs politiques, puissions le dire? Ou carrément, est-ce qu'il y a eu un cautionnement au niveau des décideurs dans notre pays? Ça, c'est l'inquiétude, c'est une question que nous posons. C'est de notre droit, en tant que citoyen congolais, de poser cette question aux autorités. Et surtout, c'est de notre droit, en tant que formation politique, d'imposer qu'il y ait des réponses à ces questions, parce que le pays est en train de courir les dangers. Et au lieu que nous puissions aller vers une phase de résolution des crises, au lieu que nous allions vers une phase de régression de la situation d'insécurité, nous sommes en train d'empirer la crise et nous sommes en train d'alourdir et de militariser davantage notre territoire et surtout la zone la plus stratégique de notre pays en termes de minerais recherchés par le multinational et les puissances prédatrices. Alors, un point également, vous êtes juriste. À quel angle juridique que vous voyez les déclarations de Moïse Nzangi qui dit que les miliciens, les anciens miliciens sont désormais des réservistes? Il a dit au niveau lors d'une conférence de presse à Goma qu'il considérait, il informait à ces miliciens que désormais, à partir de la date d'aujourd'hui, ils sont des réservistes. Sur le plan international, au niveau du droit international, quelle pourrait être l'analyse d'après vous? Est-ce normal de faire des miliciens, des rebelles, des réservistes de l'armée? J'aimerais ici opposer les déclarations de ces ministres aux déclarations qu'avait faites le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, son Excellence Christophe Lutundula. Il avait tenu un discours que nous avions salué à l'époque au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il avait dit que la RDC est fatiguée de vieilles recettes. Exactement. Ces formules-là, des mixages, brassages, insertion, réinsertion. Mais comment un ministre de l'ESU peut se permettre d'interférer dans un tel domaine et surtout donner un statut de réserviste à des anciens miliciens qui naturellement devraient être soit neutralisés, jugés, poursuivis ou soit donc réinsérés autrement dans notre communauté, dans notre société. Nous sommes face à des gens, parce que nous attendons dire qu'ici, à partir de Kinshasa, il y a de ceux-là qui sont en même temps de pourfendeurs de notre État et qui sont aussi des pourvoyeurs de forces donc rebelles. Il faut qu'on fasse attention avec de telles déclarations. Un membre du gouvernement qui va dire ça, c'est qui va à l'encontre de ce qu'avait dit le ministre des Affaires étrangères. Mais est-ce qu'il a dit ça ou bien c'était un message du gouvernement? Qui est? Vous savez ce qu'avait dit notre ministre? Le ministre en charge des infrastructures, travaux publics,
Alexis Gisaro, lui, était allé en Ouganda pour dire à Museveni qu'il serait l'homme providentiel pour nous sécuriser dans la zone. Exactement. Et vous avez entendu la réponse de Museveni à l'époque? Je ne peux pas me substituer à vos autorités. Nous pouvons que vous raconter notre histoire. L'Ouganda a su résister contre ses ennemis et a fait ses guerres seul, sans demander de l'aide. On ne peut pas avoir dans un gouvernement national des citoyens des contradictions qui se contredisent et qui traduisent les incapacités aussi que les insuffisances de pouvoir conduire notre pays vers des solutions. Et là, j'en appelle ici à la responsabilité du chef de l'État. Nous sommes de l'opposition, mais nous sommes congolais. Mais il faut que le chef de l'État, qui actuellement est au pouvoir, puisse se rendre compte qu'il a un gouvernement qui pose problème et qu'il faut le remanier. C'est sa responsabilité. Il faut que les services de sécurité de notre pays cessent de poursuivre les opposants, cessent de poursuivre les journalistes, qu'ils puissent mener le gouvernement. Oui, il faut qu'ils puissent mener des enquêtes sur certaines déclarations et affirmations que portent le membre du gouvernement, les députés nationaux, qui sont liés à des zones de conflit. Il y a lieu ici que nous puissions tous nous préoccuper de la situation sécuritaire de notre pays et surtout que nous avons des indices et des déclarations suspectes. Alors, en tout cas, cher Gamik, notre entretien de ce jour, je l'ai porté à cœur parce que nous parlons de la démocratie, de l'honorable Jama Kamounda Kaboun, notre parti qui subit les sévices et les tares d'une dictature. Mais en même temps, nous avons parlé de la situation sécuritaire de notre pays, ce qui nous préoccupe à cœur et à l'esprit. Je n'ai pas un autre pays. Nous n'avons pas un autre pays. Nous n'avons pas un autre pays, chers compatriotes. Le président Tshisekedi n'a pas un autre pays. L'honorable Jama Kamounda Kaboun n'a pas un autre pays. Chers députés nationaux, chers sénateurs, ministres du gouvernement, tous les décideurs de notre pays, nous n'avons pas un autre pays. Voilà. Ne poussons pas notre société à plus de fissures internes. Ne poussons pas nos acteurs politiques à plus de frustration. Il est temps que nous puissions songer à l'unité nationale au prix de certaines abnégations, au prix de certaines concessions qu'il faut faire. La gouvernance Félix Tshisekedi, jusqu'à aujourd'hui, procrastine l'unité nationale. Procrastine donc l'union de toutes les forces vives de notre pays pour que nous puissions nous définir en tant que nation, résoudre notre crise sécuritaire, résoudre nos crises politiques imminentes qui nous guettent avec le processus électoral qui inquiète dans tous les sens. Nous voulons que ces pays puissent avoir des dirigeants capables de le faire changer. Voilà pourquoi nous avons constitué l'Alliance pour le changement. Voilà pourquoi nous portons le combat du changement. Les discours que je prends, lorsque je prends le micro, à chaque plateau où on m'envoie, le discours que j'ai tenu ici, c'est pour réclamer et obliger les changements à notre pays, mais par nous-mêmes, par nous Congolais. Oublions la communauté, oublions le pays voisin, souhaitons que nous puissions changer, mais démontrons-le par la prise de décision. Pour ceux qui dirigent, démontrez-le par les actes que nous posons. En tant qu'acteurs politiques, acteurs socio-économiques, nous voulons que le pays puisse changer. Notre population doit savoir que s'il n'y a pas de changement, ça ne sera pas de la faute des uns, non, ça sera la faute des autres. Et les autres, c'est ceux qui sont au pouvoir. S'il n'y a pas de solution à la guerre jusqu'à aujourd'hui, s'il n'y a pas de changement pour la situation économico-sociale, c'est parce que le gouvernement, le régime Félix Tshisekedi est en train de poursuivre un chemin que nous avons, nous, décrié étant dangereux sur tous les plans. Alors, justement dit, aujourd'hui nous sommes les 15, la rentrée parlementaire, la session de tous les enjeux. Le président l'a dit également, on doit avoir la loi sur la répartition des sièges au cours de cette session. Si ça raté, ça sera pratiquement très difficile pour que nous puissions avoir les élections dans les délais. Quelles sont vos attentes lors de cette En tant qu'Alliance pour le changement, nous avons porté des attentes. Premières attentes, c'est d'abord la raison de notre manifestation de ce jour. Pourquoi nous avons décidé de manifester, marcher pacifiquement aujourd'hui? Notre point de chute, c'était le palais du peuple, siège de l'Assemblée nationale, où est membre l'honorable Jama Kamounda Kabound, qui est député national. L'honorable Jama Kamounda Kabound est député national. Il a raté la session de septembre passé. Il ne pouvait pas rater la session de mars. Voilà pourquoi nous nous sommes décidés de marcher pour exiger sa libération afin qu'il puisse jurer son mandat en tant que représentant du peuple et apporter ses initiatives dans la gouvernance ou carrément dans l'action parlementaire. Mais malheureusement, on nous a empêchés. Mais comme les camarades de Jama Kabound, députés nationaux, sont à l'Assemblée nationale, c'est une rentrée parlementaire. Nous attendons des députés nationaux une solidarité parlementaire. Une solidarité Nous avons salué d'ailleurs l'initiative prise par l'honorable Ados Ndomassi pour évoquer la question du dossier Kabound. Malheureusement, le bureau a gelé et la session a été terminée. Nous avons la session de mars.
On veut qu'en tout début de cette session, qu'on puisse d'abord évoquer en premier lieu. C'est une urgence. Ah, d'accord. Un parlementaire qui subit les injustices. Et si le Parlement est incapable de défendre le droit d'un parlementaire, alors notre Parlement ou l'Assemblée nationale est incapable de résoudre les autres problèmes de notre République. Ça, c'est déjà un défi pour l'Assemblée nationale. Et au-delà de ça, le défi sécuritaire, le processus électoral, le travail parlementaire qui est celui de légiférer, devrait donc s'atteler sur la préparation ou carrément l'élaboration de la loi portant répartition des sièges. Oui. Et donc, cher Gramik, le président Tshisekedi lui-même a évoqué cette question. Lors de son entretien, la conférence de presse avec Macron, il a dit que, compte tenu de la situation sécuritaire, compte tenu de la crise, ce qui se passe avec nos différents processus, si l'enrôlement prend un peu de temps, nous serons en difficulté d'avoir la loi sur la de promulguer cette loi. Donc le Parlement est en face de cette difficulté. Voilà pourquoi nous nous disons que l'urgence est sécuritaire. L'urgence n'est pas humanitaire. L'urgence est sécuritaire. Le Parlement devrait pousser le gouvernement à être capable d'assurer la sécurité et d'imposer la paix, à défaut que ce gouvernement démissionne. C'est aussi la mission du Parlement. Le Parlement devait être capable soit de pousser le gouvernement à rendre compte, à travailler, ou soit à démissionner. Des censures qui circuleraient déjà entre les députés. Le gouvernement devrait être censuré et le gouvernement devrait tomber s'il est incapable de défendre notre territoire national et notre souveraineté. Et à défaut de cela, il faut que le gouvernement soit aussi capable, comme je l'ai dit au départ, de contrôler le gouvernement pour que nous puissions travailler comme il se doit, interpeller la ministre de la Justice en ce qui concerne les dossiers de l'honorable Jean-Marc Kabounda, interpeller le ministre de la Défense en ce qui concerne la question sécuritaire, interpeller, pourquoi pas, le ministre des Finances et d'autres ministres qui sont liés au processus électoral pour demander les comptes en ce qui concerne la lanterne que la CENI a dénoncée en ce qui concerne le financement dont il ne bénéficie pas depuis le mois d'octobre, ça veut dire plus de 4 mois aujourd'hui. Donc, cette rentrée parlementaire a des urgences, mais en première des listes, le dossier Jean-Marc Kabounda et ensuite d'autres dossiers. Nous attendons voir du Parlement, nous attendons voir de l'Assemblée nationale et du Sénat un comportement républicain nationaliste, un comportement responsable politique. Sinon, nous n'aurons qu'à déplorer une classe politique qui a totalement démissionné par rapport à ses devoirs, Parlement, gouvernement, acteurs sociaux politiques. Vous êtes le porte-parole de l'ACH. Quel est votre choix? Le président avait dit on devrait, si cette situation persistait, on devrait choisir entre les élections et la paix. Chez vous, dans Alliance pour les changements, avec l'honorable Jean-Marc Kabounda, quel serait votre choix entre la paix et les élections? J'ai dit, quand j'étais en train de clore les derniers propos, j'ai dit que nous sommes en face d'une classe politique démissionnaire. Ça veut dire que si nous parvenions à cette impasse, si nous parviendrons à cette impasse, cela voudrait dire qu'il faut d'abord identifier les responsables. Ah, il faut d'abord commencer par identifier avant de faire les choses. C'est comme ça qu'une société corrige. C'est comme ça qu'une société rectifie sa vie. Il faut identifier les responsables. Le premier responsable se trouve être le président Félix Tshisekedi. Oh, c'est lui le premier. Ensuite, son gouvernement. Il faut compter les députés et sénateurs. Il faut compter différents décideurs de ces pays, ceux qui ont les décisions à prendre, qui n'ont pas su le faire, et même la CENI, qui jusqu'à présent nous a produit un processus électoral aux allures conflictogènes en ce que nous avons vu par rapport aux enrôlements. Ça veut dire quoi? Si nous arrivons fin mandat, ça veut dire le 23 janvier 2024, que le président Tshisekedi et son gouvernement, disons tous les élus que nous avons eus depuis 5 ans, n'ont pas pu, nous devrions donc d'abord constater qu'ils ont échoué et leur demander de partir. Ils ne seront plus à même d'engager la République. Il va falloir plutôt donc que les acteurs politiques, que les forces vives de la République puissent se réunir pour que nous puissions alors décider d'un compromis, mais sans ceux-là qui nous ont conduits dans cette situation difficile. Nous sommes clairs, nous sommes formels, nous pensons que s'ajoutera avec nous ces combats-là. Nous mobilisons notre peuple. D'ailleurs, nous sommes en train de les sensibiliser déjà que nous attendons les élections, la sécurité à l'Est. Nous attendons la stabilité de la situation socio-économique. Nous voyons ce qui nous vivons avec la hausse des denrées alimentaires, et les taux d'échange, le transport. La crise est générale dans notre pays. Et si ce gouvernement, si ces régimes a démontré ses incapacités, ses insuffisances pendant 5 ans, ce n'est pas pendant une période de gestion
de crise que nous appellerons transition, que nous allons évoluer avec eux. Il faudrait que ces derniers puissent partir. Mais voilà, ce sera ça l'option. S'il faut envisager... Tester, c'est ce qu'on appelle. Oui, voilà. Je vous dis ceci. S'il n'y aura pas élection, s'il y aura échec, si la situation continuera comme telle et que le peuple n'aura pas le pouvoir par voie des urnes de changer les dirigeants, il faudrait un compromis politique. Et cet compromis, ce sera une transition, mais sans le dirigeant actuel, et commençant par le président Tshisekedi. Ça repose sur quoi? Vous êtes juriste, la Constitution, quel article qui organise cela, qui régule que non, s'il n'y a pas élection, il faut qu'il y ait une transition sans le pouvoir actuel. Aussi longtemps, nous tous nous savions cette disposition de la Constitution qui dit que les présidents restent en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Vous m'avez posé des questions liées à la Constitution. Je vous renvoie voir le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbata. Ouais. Le professeur Mbata a tenu une tribune qu'il a défendue dans le grand salon politique et diplomatique à travers les mondes. Je crois à la fin du mandat du président Kabila. Ouais. Il a défendu cette question que je ne voudrais pas lui voler la vedette. Soit je voudrais que vous preniez l'archive, que vous voyez ce que le professeur Mbata avait dit. Il a prouvé en tant que grand constitutionnaliste dans ce pays que lorsque un régime échoue l'organisation des élections, il doit partir. L'article 64 de notre Constitution était le fondement d'ailleurs de la tribune du professeur Mbata que les Congolais lisent. Ce n'est pas à moi de défendre. Je demande aux amis qui sont au pouvoir, je demande au professeur Mbata de refaire sa tribune et surtout de la tenir à l'attention plutôt des députés nationaux, des sénateurs, de ceux du gouvernement et à l'attention de ses amis du régime en place. Donc ce n'est pas à nous ici de voler la vedette au professeur Mbata, à qui je recommande et je vous le demande, vous la presse, veuillez nous rediffuser la tribune du professeur Mbata qui démontre sur le plan juridique et en tant que grand constitutionnaliste, professeur émérite, que le dirigeant qui n'a pas organisé les élections devrait partir sous pied de l'article 64 et que nous devrions avoir une transition sans le président en place. Ça, ce sont les déclarations du professeur Mbata, que je salue d'ailleurs. Il a été, je vais vous informer qu'il a été mon professeur de droit à l'UNIKIN. Je le salue et j'ai l'honneur et le privilège d'évoquer mon professeur par rapport à une question très cruciale. Ghislain Mongi, on finit, il y a... Actuellement, des attaques, bon, je ne dirais pas des attaques, mais une sorte des propos qui seraient contre ce qui se passe au niveau de l'armée. Je cite deux professeurs de droit, professeur Joly et également le professeur Mbata. Le professeur Joly qui dit que l'armée, sa mission n'est pas de faire des déclarations, des discours. L'armée, c'est sur terrain. Il a raison. Il a raison. Également, le professeur Mbata qui dit que ces systèmes de repli stratégique, ça ne profite pas au pays. Si vous n'êtes pas fort au niveau du terrain, là, c'est même le professeur Mbata. Vous devriez quitter les champs et si possible, mettre d'autres personnes. Comment vous analysez? Ce n'est pas une démobilisation des forces qui sont sur place? Non, c'est qu'ils ont manqué, que ce soit le professeur Joly et le professeur Mbata, je les salue. C'est la sincérité de dire que c'est l'échec de notre politique de la défense. Il est politique de la sécurité. Commencer par dire c'est l'échec. Oui, l'armée est un service commandé. Les militaires reçoivent les instructions des autorités politico-administratives du pays. Ça veut dire que nous avons un commandant suprême des forces armées qui se trouve être le président de la République. Nous avons le ministre, nous avons le gouvernement de la République. Nous avons le ministre de la Défense, nous avons le Parlement avec les deux chambres qui, à chacune, ont une commission défense et sécurité. C'est à ce niveau-là qu'on devrait définir la meilleure politique, défense et sécurité, capable de permettre à nos militaires de se comporter de manière conséquente. Il ne faut pas voir seulement les généraux ici. Moi, je n'aime pas les acteurs politiques qui cherchent à rejeter la faute sur les militaires et les policiers. La politique a tout fait, a mis un peu conséquent pour la défense, plus des milliards. Il faut faire ces déclarations. D'abord, par rapport à ce qui concerne les budgets, nous voulons pas. Moi, je ne veux pas faire des débats sur la fiction. Tout ce qui est défendu comme chiffre en termes de budget, c'est une fiction. C'est le professeur Mbata qui a dit c'est faux. C'est le professeur Mbata. Ces budgets-là étaient dans la prévision et non dans l'exécution. Il faut faire attention. Vous parlez à un connaisseur. Je connais ce qui fonctionne et ce qui se passe dans ce pays. Mais c'est pas moi, c'est le professeur. La prévision, oui. Mais l'exécution, non. On n'a même pas arrêté la proportion à 50% professeur Mbata. Je dis par rapport à la prévision du budget alloué à l'armée, on n'a même pas atteint, dans l'exécution, on n'a même pas atteint 50%. Les professeurs Mbata affirment. Je vous l'ai dit que ce sont des affirmations gratuites et nous nous inquiétons de cette communication fictionnelle du pouvoir en place. Ils communiquent sur la fiction. Tout ce qu'ils disent n'existe pas en termes de réalité. Et moi, je vous dis une chose. Nous avons ici
le devoir de nous auto-censurer en tant qu'acteurs politiques. La responsabilité revient aux acteurs politiques qui sont les décideurs. Ah, d'accord. Nous avons un commandant suprême, nous avons un gouvernement de la République, nous avons un ministre de la Défense, nous avons un ministre des Finances. Nous avons ces gens-là qui ont la responsabilité de diriger, gérer le pays comme il le faut pour que l'armée ne souffre pas des moyens et des politiques. Mais on ne peut pas ici charger les militaires. Attention, le professeur Mbata, tout comme le professeur Njoli, n'ont pas eu tort, mais ils doivent trouver les bons responsables. C'est pourquoi nous avons dit que à l'échéance 2023, le responsable, c'est le président Tshisekedi, c'est son gouvernement. Le responsable, c'est la classe dirigeante, Parlement et d'autres décideurs qui n'ont pas su donner à nos militaires, à nos services de sécurité, à notre police, l'équipement, la formation, les moyens nécessaires pour que nous puissions maîtriser cette crise. Regardez ce que fait le président Zelensky de l'Ukraine. Son gouvernement est devenu militarisé. Ils sont en train de tout faire et soutenir l'armée. Et nous avons le président, le gouvernement et les autres qui sont tout le temps en tenue de ville et qui sont en train de passer leur moment de jouissance dans des fêtes, dans des voyages. Alors, vous allez dire ici que la responsabilité est aux militaires. Vous allez me dire combien de militaires, les généraux là, qui prennent les risques à l'Est, combien sont en costume? Il faut peut-être dénoncer les généraux qui sont à Kinshasa en costume. Mais je connais des généraux qui sont au front. Dénoncer des généraux qui sont à Oui, ceux qui doivent nécessairement être affectés à l'Est et qui abandonnent. Mais je ne me rappelle pas. Prenons le cas de gouverneurs militaires. Depuis qu'on les a placés, ils sont là-bas. Constant Dima. Oui, ils sont en tenue. Ils sont là-bas aux opérations. Ils se battent seuls. Comment sécuriser nos populations? Mais les dirigeants de Kinshasa, est-ce qu'ils se sont militarisés? Est-ce qu'ils ont pris à l'esprit la question sécuritaire? Qui, vous avez déjà vu, parmi les députés nationaux, parmi les ministres, parmi le président de la République, qui a porté manifestement le moral de combat? Personne. Nous sommes en costard, nous tous. Alors donc, pour nous dire vrai, le comportement de nos acteurs politiques est un comportement démissionnaire. Leur démarche politique a prouvé ses limites et ils sont ici en phase des insuffisances qui n'ont plus rien à offrir à la République. Et que lorsque nous atteindrons les échéances, il faut que ces derniers puissent laisser la place, que les forces vives de la République, nous nous retrouvions et que nous décidions de comment gérer une transition dans le pays. D'abord, nous assurer de la survie de la République et en même temps, organiser des élections inclusives, transparentes, libres et démocratiques. Alors, Ghislain Monju, on finit la dernière des questions. Là, c'est au niveau de la population. L'État s'est décidé de traquer les cambistes. L'État accuse les cambistes de pratiquer la spéculation. Alors, vous étant que juriste, comment vous pourriez justifier cet acte de poursuivre et de traquer la traque des cambistes? Parce que pour l'État, ils sont en train d'appliquer la spéculation. Écoutez, fixé par la Banque centrale, mais eux, ils font autre chose. Je trouve que c'est de la bêtise. D'abord, je ne me réduis pas. Je ne me réduis pas à commenter sur cette histoire des cambistes parce que c'est d'abord de la bêtise. Comment ça? Moi, ici, c'est la population. Les cambistes, là, c'est la population. Je parle du comportement à traquer. Ces comportements-là, c'est de la bêtise. Dans la gestion d'un État. Notre société, nous connaissons comment elle fonctionne et nous connaissons le rôle de tout un chacun, nous connaissons le rôle de ces cambistes et nous connaissons que ce n'est pas à eux de fixer le taux d'échange. Ce n'est pas suite dû à leur spéculation que la situation économique ou la monnaie est en train de se dévaluer à ces niveaux. Donc il ne faut pas chercher le diable ailleurs. Ah d'accord. La gouverneure de la Banque centrale a pensé qu'il faudrait que la Banque centrale publie au quotidien la balance. Ce qui, selon elle, pourrait nous aider à ne pas vivre la dépréciation de la monnaie franc congolais. Ce qui est faux, j'ai consulté des économistes, je suis juriste, mais nous avons des desks d'analyse et d'études dans notre parti. J'ai consulté des économistes qui sont étonnés. Certains sont prêts à remettre même leur diplôme de master et de doctorat en économie par rapport à cette pratique-là. Et moi, je pourrais regretter par rapport à cette situation que le cambiste subisse comme une chasse, soi-disant, ce sont ces compatriotes qui ne sont qu'en train de jouer le pont entre les taux de banque et la demande en devise ou en francs congolais de nos populations dans différents milliers. Et ils ne font qu'en train de jouer de l'approximation entre la banque et les usagers de la monnaie. Mais ce qui est vrai que tout se passe au niveau de la banque, tout se passe au niveau du gouvernement, tout se passe au niveau de la politique économique, financière, monétaire qui est en face d'une situation intenable. Et je vous dis que déjà dans les jours qui viennent, nous ne ferons qu'en train de vivre la montée de taux de change. Et ce n'est pas en traquant les cambistes qu'on va baisser les prix. Il faut accepter qu'il y a
échec dans la politique économique du pays, il faut que la Banque centrale du Congo puisse reconnaître qu'à ce niveau, il y a donc certaines réalités qu'il faut dire à notre population et non chercher encore à jouer à cette diversion ou utiliser une communication communicationnelle comme aujourd'hui c'est devenu le mot d'opérandis des autorités du gouvernement actuel. Alors, je sais que vous n'êtes pas économiste et m'en fini vraiment. Selon certaines informations, il semblerait que le gouvernement serait en train d'opérer la planche à billets. C'est ce qui s'est dit dans des... Ça ne fonctionnera pas parce que ça n'a jamais fonctionné. Le monde actuel, vous savez très bien que notre économie dépend de la devise. Notre économie est dollarisée. Donc tant que nous sommes dollarisés, même si on fait la planche à billets, on ne fera que vivre le taux d'échange et donc soutenir la dépréciation du franc congolais. Ça ne changera rien. Merci beaucoup, Ghislain Mwanji, porte-parole de l'ACH. Parti cher à M. Jean-Marc Abound, qui est actuellement au niveau de la prison centrale de Makala. Toutes nos forces à ses chers compatriotes, député national, la session a commencé aujourd'hui, mais il n'est pas là, est privé de certaines libertés. J'espère que, comme je disais tantôt, les droits sera dit ou soit sera dit d'ici là. Merci à Louison, merci beaucoup à Dani, merci à vous tous. Relais YouTube Peter Tiani, RDC, rediffusion à 22h, diffusion 11h. Nous sommes Perfect Télévision, cette grande chaîne. Merci pour tout cet amour, également tout notre soutien, toute notre compassion, tout notre amour pour nos compatriotes de l'Est du pays qui décèdent matin, midi, soir, une guerre injuste, des actes très injustes que ces compatriotes sont en train de subir. Alors, je suis Camille Clégrand, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir. Au revoir.